Dans cet épisode, on va plonger dans l'évolution du poste de meneur, en passant de John Stockton à Stephen Curry, Magic, Chris Paul, pourquoi pas même Luka Magic. En tout cas, on va se demander ce qu'est vraiment un meneur aujourd'hui et aussi ce que c'était à l'époque. Et c'est d'ailleurs la première question de ce podcast. On va définir, selon nous et nos critères, ce que doit être un meneur de jeu. Et je te laisse la parole pour ça. Un meneur de jeu, selon moi, c'est tout bonnement Milos Teodosic, Theodoros Papaloukas, pour ne citer que des Européens. C'est un artiste, c'est un chef d'orchestre, c'est un savant du jeu, c'est celui qui est censé avoir le QI basketball le plus élevé sur le parquet. C'est celui qui est capable de lancer un système selon la défense adverse, c'est celui qui est capable de reconnaître les mismatchs, c'est celui qui va gérer le tempo de son équipe, qui va savoir quand faut calmer, quand faut passer sur du up tempo. Pour moi, c'est tout bonnement le gars sur qui tu t'appuies. Ça doit être également le leader vocal. S'il n'a pas cette qualité-là, il y a peu de chances que ce soit un très grand meneur. Ça pourra rester un bon meneur, mais quand tu es meneur de jeu, tu es censé être le leader vocal. Tu es la pièce maîtresse, tu es la pièce angulaire, tu es la fondation de l'équipe, tout bonnement. Et surtout, tu dois être gestionnaire et rendre les autres meilleurs autour de toi. C'est un beau florilège de choses que tu as énoncées. Je suis d'accord avec toi quand tu dis que ça doit être un leader, notamment vocal. Je pense que ouais, c'est un peu... on a souvent dit, je suis sûr que tu as des coachs qui te l'ont déjà dit, que le meneur, c'était un peu l'extension de l'entraîneur sur le terrain. Et je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord aussi avec ce que tu dis quand tu dis que c'est le joueur avec le QI basket le plus élevé, ou en tout cas un QI basket très élevé sur le terrain. Il doit avoir une bonne vision de jeu, il doit comprendre vraiment la physionomie d'un match, il doit gérer le tempo, que ce soit pour l'accélérer ou le ralentir. Et effectivement, c'est le cerveau de l'équipe, de par l'organisation, de par la distribution, mais je me répète une nouvelle fois aussi, par le tempo. Tout ça, forcément, c'est des critères un peu généraux qu'on a attribués aux meneurs, en tout cas selon ce que l'on pense. Mais forcément, de ça, il faut en découler des aspects techniques liés aux fondamentaux. Moi, le premier qui me vient en tête, c'est forcément la lecture de jeu, mais aussi le dribble. Ça doit être forcément, qui dit porteur de balle, dit 10 personnes qui montent le ballon. Donc le dribble doit normalement, en tout cas, si tu es d'accord avec moi, être une des pièces maîtresses d'un meneur de jeu. Ah ben c'est essentiel. Si tu as une presse tout-terrain et que ton meneur, il tremble dès le premier mec qui est sur son dos, c'est terminé. Même si on est d'accord, quand on connaît le basketball, on sait qu'on dribble pas sur une presse tout-terrain. Mais tu dois être capable de passer ton premier joueur sur un pas et de pas, on va dire, subir la pression. Donc si tu as un bon dribble, normalement tu es tranquille. Même si tu es dans une galère où tu as décidé de partir en dribble et que tu te fais trapper sur le côté, voilà, dans l'aile, avec un bon dribble, si tu es Kyrie Irving, même s'ils arrivent à deux, à mon avis, il y a quand même des chances que tu puisses t'en sortir. C'est hyper important. On a tous connu, je suis sûr que tu en as connu un, moi j'en ai connu un et je citerai pas de blase, un gars qui était quasi incapable de monter la balle ou dès qu'il y avait une presse, il perdait le ballon. Et en fait, il y a quoi de plus frustrant que de même pas voir le ballon et déjà l'avoir perdu. Mais du coup, suite à ça, c'est qu'on peut aussi penser à l'autre côté du terrain. Et on a souvent dit aussi que le meneur était le premier rempart défensif. Donc est-ce qu'au final, l'aspect défensif n'est pas une chose qui doit être importante chez le meneur ? Moi je pense que globalement c'est quelque chose qui est important à tous les postes de jeu. Si ton meneur c'est une bille en défense, c'est une bille. Moi je pense même pas que c'est pas obligatoire qu'il soit bon en défense. S'il est bon, tant mieux. Si c'est Jrue Holiday, tant mieux. Mais tout le monde n'est pas Jrue Holiday. Il y a des Steve Nash, comme on l'a cité. Mais à tous les postes, t'as des mecs qui sont poste 3 qui vont être super nuls en défense. Voilà. Pour moi, c'est totalement différent. Je vois pas ça comme une qualité vraiment prérequise. C'est un plus, comme à tous les postes de jeu. Ok. En fait, j'entends par là surtout que qui dit mauvais défenseur en face de toi dit que tu peux le jouer, et déjà le jouer c'est créer un retard, et créer un retard c'est déjà donner des options offensives qui sont plus conséquentes. Donc si déjà ton premier rempart c'est un joueur qui est pas capable de tenir un duel, c'est déjà une défense, c'est déjà le bordel en fait dans ton équipe. C'est aussi pour ça, mais ça on y reviendra plus tard, que par moment il y a des meneurs de jeu qui ne défendent même pas sur leur vis-à-vis en face. Mais ça on va y revenir un petit peu plus tard. Je pense qu'on a posé les bases. Et quoi de mieux pour terminer que de peut-être donner des exemples. Tu vois, dans mon introduction, j'ai parlé de John Stockton, mais évidemment qu'il y a des joueurs beaucoup plus récents qu'on a en tête, et on en a un qui nous tient très à cœur, qui est encore actif, et je vais te laisser en parler un petit peu. De qui parles-tu ? Tu vois,
Ah, je parle d'un meneur qui est pour nous un gestionnaire, qui fait briller les autres, qui est quelqu'un qui s'inscrit dans vraiment la tendance de ce que nous, on appelle un meneur par excellence. Donc Je ça commence par suppose, Chris et ça finit par... voilà, je suppose que tu parles de Monsieur Chris Paul qui d'ailleurs, en 20e saison NBA, a joué les 82 matchs, donc un très gros exploit, et en plus titulaire à tous les matchs. Donc ça, c'était à souligner. J'ai cité des noms européens en début d'émission. Bien évidemment que Chris Paul est dans la lignée de ces deux gars-là. En plus fort, hein, on va pas non plus booster les Européens trop. Hein. Chris Paul, magnifique, gestionnaire, shooter à 3 points, shooter à mi-distance, défenseur homme à homme, interception de folie, leader vocal. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Si on cite le meneur parfait, le gars qui a toutes les qualités requises pour être un très bon meneur, c'est l'un des noms qui va pop directement. Chris Paul, magnifique, magnifique. Non, mais carrément. Mais tu vois, ce qui est marrant, je sais que tu as fait aussi ce petit exercice, c'est que on s'est mis quand même un petit listing de tous les meneurs de jeu qu'il y a dans la ligue actuellement. Alors quand je dis tous, c'est forcément voilà, une bonne partie. Je sais pas pour toi, mais moi de mon côté, c'était difficile de sortir un blaze reconnu. J'appuie vraiment sur le terme, qui est de la trempe... alors non, pas de la trempe de Chris Paul, mais en tout cas qui répond aux critères du meneur de jeu qu'on a défini. L'autre nom qui m'est venu en tête, c'est Mike Conley. Où je me suis dit qu'il est un peu dans cette lignée-là, quoi. Si tu as besoin de quelques noms réellement, parce que j'ai essayé de faire des catégories, mais c'est tellement difficile à catégoriser. Par exemple, je me suis dit, quand je vois un Damian Lillard, bah, il sait gérer une équipe, il sait tirer. Mais est-ce qu'il appartient pas à la catégorie, on va citer un mot tout de suite, des combo guards? Tu vois, j'ai vraiment eu du mal à me dire qui est vraiment un meneur pur, qui est un combo guard et qui potentiellement est réellement en arrière, quoi. Et on va dire que dans les vrais meneurs, parce que j'ai quand même essayé de trouver des blazes, j'ai mis Trae Young, parce que très très fort à la passe. Quand tu fais 10 passes de moyenne et de la bonne manière, c'est pas Russell Westbrook qui... Enfin bref, hein, on va pas en dire plus. J'ai quand même mis Trae Young, je me suis dit, il a les qualités du mec qui sait gérer une équipe et qui sait tirer, parce que maintenant les meneurs actuels, ils savent limite tous tirer, donc il faut prendre ça en compte, c'est une qualité de meneur actuel. Donc Trae Young, Tyrese Haliburton, très très fort dans la gestion d'équipe. J'ai mis Josh Moi, Giddey. Trae Young, je suis pas d'accord avec toi. Hein. J'entends tes arguments, je les écoute, mais je suis pas d'accord avec toi pour Trae Young. T'auras la parole. J'ai mis Josh Giddey, Mike Conley, comme tu l'as dit. J'ai mis Luka Doncic, tu vois, Luka Magic. Ah, si on parle de gestion d'équipe, ouais. Luka Magic, il est là. J'ai mis Kate Cunningham. Tu vois, il y a du meneur, okay. Il y a du meneur en Kate Cunningham. J'ai mis Jrue Holiday, parce qu'en soi, il est quand même... C'est beaucoup plus un meneur pur qu'un mec vraiment flashy, etc. Il est dans la gestion d'équipe, il a des saisons à 8 passes de moyenne avec les Pelicans, gros défenseur, c'est un vrai. Est-ce qu'il a le choix? Ah bah non, mais bon, c'est ça. Hein. Attends, faut quand même respecter le garçon, on n'est pas en train de parler... Je rigole, je respecte de fou, je rigole. Oui, tout de même. Donc vas-y, dis-moi. En fait, j'ai essayé de trouver des noms. Bien évidemment que la liste est quand même courte. Si je devais vraiment dire meneur pur, je te dirais ok. CP3, mais c'est un Oriens, Tyrese Haliburton, Josh Giddey, et on va dire Trae Young. C'est vraiment limite Kate Cunningham, quoi. Mais voilà, il n'y en a pas énormément. Hein. Ok. Pourquoi je suis pas d'accord? Parce que je me suis pas arrêté sur ce que les joueurs étaient capables de faire, mais sur le rôle que l'on leur donnait en NBA et ce qu'on attendait d'eux et ce pourquoi ils étaient connus. Et tu vois, en l'occurrence, si on prend l'exemple d'un triangle, avec tout ce que tu me cites, est-ce qu'il est capable de le faire? J'en suis persuadé, et en soi, je suis d'accord avec toi sur ça. Là où par contre, je pense pas que c'est le rôle qu'on attend spécialement de lui, mais en fait, c'est surtout pas le rôle qu'on attend d'un meneur dans la NBA globale. Je pense qu'en fait, le basket moderne, maintenant, ça prône à fond la polyvalence, le spacing et le scoring. Et que du coup, les meneurs de jeu sont les premiers à, j'allais dire en pâtir, mais non, c'est peut-être quelque chose de bénéfique, hein, on en discutera après, mais en tout cas, les meneurs de jeu, l'évolution naturelle des meneurs de jeu s'est tendue vers ça. Et en fait, un Trae Young, comme tous les joueurs que tu as cités, est-ce qu'ils sont capables d'être ces meneurs gestionnaires, up-tempo, leader vocal? Ouais, je le pense. Mais de 1, ils sont pas connus pour ça, et de 2, c'est pas le rôle qu'ils ont en NBA. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que je les vois. Je pense que les meneurs d'aujourd'hui,
ils sont avant tout scoreurs avant d'être passeurs, ça n'empêche pas que ça peut faire d'eux des bons pasteurs. Et je pense aussi que les meilleurs d'aujourd'hui, c'est avant tout des créateurs avant d'être des gestionnaires, mais ça n'empêche pas qu'ils soient capables de faire, sur des séquences, d'avoir de la gestion de match. Maintenant, tu vois, si je prends un triangle, pour moi, il est scoreur avant d'être passeur, il est créateur avant d'être gestionnaire. Bah moi, dans ton analyse globale, je suis totalement d'accord avec toi. Le meneur actuel en 2025 est un créateur, avant d'être un gestionnaire. Par contre, Trae Young, je pense que c'est le seul où vraiment c'est kiff-kiff. Il est aussi bon dans les deux rôles. Alors que j'ai du mal quand même à trouver d'autres noms, tu vois. J'ai essayé de t'en citer, où je me dis un Tyrese Haliburton, ok, peut-être qu'il est même meilleur à la création qu'au scoring, parce qu'il a quand même des gros trous au scoring. Donc là, c'est vraiment le nom où je me dis, ok, à côté de Trae Young, ça peut être lui. Mais derrière, bah, on va pas se mentir. Tout le reste, on peut quand même les étiqueter de combo guard. Franchement, je vais te citer plein de noms. C'est pas des gestionnaires, comme tu l'as dit. C'est vraiment des scoreurs ou des mecs qui sont capables de faire des passes, de mettre les autres en avant. Mais c'est des scoreurs purs, quoi. Je veux dire, Jalen Brunson, il est connu pour scorer. Damian Lillard, c'est pareil. James Harden, Russell Westbrook, LaMelo Ball, Shai, Steph Curry, Jamal Murray, De'Aaron Fox, Tyrese Maxey, Darius Garland, Ja Morant. Voilà. Et Ja Morant, je suis même pas sûr que c'est un meneur. C'est vraiment le nom où je me suis dit, ce mec-là, c'est limite un pur lui, arrière. C'est un slasher à l'état pur, lui. C'est vraiment, ouais. Et là, tu vois, justement, pendant qu'on a les pieds dans le plat, Steph Curry, à mes yeux... combo guard, oui, mais je suis limite à te dire que c'est un arrière parce qu'il joue sans ballon tout le match, quoi. Ouais, mais moi je suis d'accord avec toi. Et puis on voit très souvent Curry s'éloigner du ballon. C'est même une chose qu'il adore faire. Et de conclure les systèmes, ou en tout cas à la fin du système, quoi. Donc c'est clair que Steph Curry est à la base du jeu. Ça lui arrive... Enfin, c'est lui qui remonte le ballon sur la plus grosse partie du temps. Mais en fait, quand tu regardes vraiment Steph Curry, une fois la ligne médiane passée, il lâche le ballon, il part se cacher, et après, il prend des successions de pics pour se retrouver soit en isolation et faire la magie qu'il connaît, soit sur du catch and shoot, ou de la création de tir, parce que pour le coup, c'est peut-être le meilleur sur ça pour se créer son propre tir, quoi. Et l'espace qu'il a besoin, on le connaît, hein, il est minime, hein, tu lui laisses 10 cm, 10 mm, tu en parlais de 10 mm avant, je vous dis pas de quoi, ou presque ce que vous voulez comme idée, tu lui donnes 10 mm, il te met un TG, quoi. Ah ouais, non, mais en fait, tu vois, ce que j'ai remarqué en préparant un peu l'émission, c'est que c'est l'avis que j'avais déjà, mais j'ai l'impression qu'on a affaire à des Allen Iverson en puissance maintenant. C'est un bon exemple. Je te laisse, vas-y, développe. C'est un excellent exemple, parce que justement, on a tendance à parler un petit peu de ça, un peu comme une révolution. Je pense que la révolution, elle vient du fait que dorénavant, ce type de meneur, c'est la norme, c'est la majorité. Maintenant, ces meneurs-là, ils ont toujours existé. Ils ont toujours été présents. Allen Iverson, c'est le cas. Tu vois, il n'y a pas longtemps, je t'avais demandé qui tu choisirais entre un Gilbert Arenas ou Baron Davis. Gilbert Arenas, c'est le cas. Un Stephen Marbury, c'est le cas. Stevie Francis, qui est un joueur que j'adorais jouer, c'est le cas. Et plus récemment, tu vois, on peut même citer un Derrick Rose. Tu vois, Derrick Rose, est-ce que tu le considères comme un meneur gestionnaire ? Non. Derrick Rose, c'est Ja Morant avant l'heure. Ou Russell Westbrook avant l'heure. Ah ouais, en là, meilleur, tu vois. Mais vraiment, tous ces joueurs-là, en fait, ce sont des joueurs qui, pour le coup, en plus, ont beaucoup oscillé entre les deux postes. Tu vois, Allen Iverson, t'as un petit peu la catégorie des gens qui te disent non, c'était pas un meneur, il était poste 2, c'était Eric Snow. Et t'en as d'autres qui te disaient non, en fait, il avait le ballon entre les mains, c'est lui qui lançait les systèmes, c'est lui qui faisait ceci, cela. Donc en fait, c'est réellement des meneurs. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire de tous les joueurs que je t'ai cités là, c'est qu'effectivement, ils ont oscillé entre le poste 1 et le poste 2. Mais c'était déjà des joueurs très très scoreurs. C'était des machines à scorer pour tous ceux que j'ai cités, quoi. Mais Iverson est un excellent exemple. Mais je pense qu'effectivement, Iverson, pour moi, a cassé un peu les codes traditionnels, là où maintenant c'est devenu une norme. Je suis entièrement d'accord avec toi. Sincèrement, je ne vais pas en rajouter plus. C'est le point que j'allais mettre en avant et tu l'as très bien dit parce que je t'ai laissé développer. Maintenant, c'est la norme. C'est pour ça que je pense que c'est une fausse idée de notre part de s'attendre à ce qu'un meneur soit à tout prix gestionnaire. C'est le but de l'émission, c'était de savoir si le poste de meneur avait évolué, si les meneurs gestionnaires existaient réellement encore. La réponse semble être non. Il y en a quelques-uns, mais on galère à trouver des noms en fait. On essaie d'en mettre certains dans cette catégorie-là pour se dire vas-y, non, il n'y a pas que Chris Paul, quoi. C'est pour se faire du bien à nous-mêmes, j'ai l'impression. Mais la plupart, c'est tous des combo guards. C'est fou. Parce que je me dis, un mec comme Jalen Brunson, tu le regardes, il est petit.
Tu te dis, bah oui, meneur, il est petit, etc. Mais il a plus le jeu d'un arrière que d'un meneur. Donc ça devient ouf. Et peut-être également qu'il y a une explication, c'est que est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de meneurs européens actuellement dans la ligue? J'ai pas l'impression. Ou c'est pas des superstars, c'est pas des all-stars. Alors que c'est vraiment ce que les Européens vont apporter, ou les internationaux. Et là, c'est pas le cas à l'heure actuelle. C'est tous des ricains, la plupart. Ou shy, quoi, tu vois. Mais c'est pareil, combo guard. Pourquoi, tu vois, alors là, on s'était dit qu'on allait conclure cette émission en se demandant s'ils existent encore ou pas, et je pense qu'on est assez d'accord pour dire qu'ils existent plus vraiment, ou en tout cas qu'ils font figure d'exception, en tout cas les meneurs comme on les pensait avant. Mais du coup, j'ai envie de poser une autre question qui peut-être amènera à notre conclusion. C'est pourquoi ces meneurs-là ont disparu et ont laissé place à cette nouvelle génération de meneurs. Qu'est-ce qui fait ça pour toi, d'après toi? Je pense que c'est surtout, on est devenu... c'est une ligue de 1 contre 1, on va pas se mentir. Il y a beaucoup plus d'isolation, donc tu dois être bien meilleur en tant que basketteur pour pouvoir passer le défenseur direct. C'est une ligue de shooters. Et aussi, moi je pense que sur l'aspect défensif, toutes les équipes à switch. Maintenant, tout le monde switch en défense sur les écrans. Donc tu dois être capable de tirer, tu dois être capable de prendre l'avantage avec la demi-seconde qu'on va te laisser pour attaquer le cercle ou tirer. Et forcément, tout le monde est beaucoup plus physique. J'ai l'impression qu'on est passé dans une catégorie de meneurs arrière qui sont capables de mettre des tomards de fou, de jumper sur les gens, de te mettre des lay-ups de ouf. On a vu des 360 lay-ups, des trucs comme ça. Pour moi, l'explication, c'est juste que le jeu est beaucoup plus rapide. Et forcément, la défense est un peu mis... Voilà, on essaye que les attaquants soient mis en avant. Donc, si tu veux faire de l'audimat, etc., faut des joueurs très forts individuellement. Et le meneur est celui qui touche le ballon en premier, comme tu l'as bien dit. Donc, limite, maintenant, si tu es meneur et que tu es capable d'aller au bout directement, c'est ce qu'on va te demander. Hein. Non, mais je suis d'accord avec toi que la Ligue a s'est tournée davantage par le contrat. En tout cas, les systèmes offensifs, ils ont évolué. Ça s'est beaucoup écarté, tu vois. Il n'y a pas longtemps, tu parlais... Du tir à mi-distance qui est une arme létale qui a disparu pour laisser place au tir à 3 points qui est sur le papier plus rentable. Eh bien, effectivement, tout ça, c'est en tout cas tous ces systèmes offensifs-là qui ont fait muter le poste de meneur. Mais tu vois, il y a une autre chose aussi qui me fait penser à ça, c'est que récemment, je me suis posé la question de pourquoi dorénavant dans la NBA, il y avait beaucoup plus d'icônes qu'à l'époque où on a commencé à la regarder. Au début, je me suis dit, c'est peut-être que je suis plus âgé et que je regarde davantage NBA, donc j'ai plus les noms en tête. Et finalement, en parlant avec des gens qui sont un peu moins calés que moi, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de noms qui ressortaient, même sans qu'ils regardent les matchs. Je pense que tout ça, c'est dû au fait qu'on demande aux joueurs d'être des créateurs offensifs complets, et qu'en fait, on n'a plus trop cette notion de role player. Alors j'exagère quand je dis ça, mais j'ai l'impression que les joueurs qui sont cantonnés à un rôle, c'est non pas parce que c'est des spécialistes, même s'il y en a encore, mais c'est juste qu'ils sont moins forts que leurs coéquipiers à côté sur le terrain. Et c'est pour ça qu'ils ont un rôle un petit peu attribué. Et je pense qu'il y a beaucoup plus d'icônes qu'avant et de superstars, tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de joueurs libres de jouer leur jeu, en fait. Je vais te citer un exemple. Je ne suis pas sûr de la personne qui a dit ce que je vais te dire. J'ai l'impression que c'est Gilbert Arenas, mais je ne suis pas sûr. Je sais que c'est issu d'un podcast américain, un ancien joueur, qui disait qu'à l'heure actuelle, il prenait l'exemple de Patrick Beverley. C'est peut-être Bradley Beal aussi dans un camp qui est en train de parler à des plus jeunes. Il disait, vous savez combien de points il mettait Patrick Beverley à l'université? Et c'était une connerie comme 25 points de moyenne. C'était une star offensivement. Et il disait, en fait, le problème maintenant, c'est qu'il y a tellement de bons joueurs que même si tu es super fort offensivement, il y aura toujours plus fort que toi à ton poste. Et je pense qu'au poste de meneur, il y a tellement de très bons joueurs que même si tu es hyper chaud, tu vas devenir un role player juste parce qu'il y a un mec qui est plus fort que toi. Et le poste de meneur est tellement... En fait, dans toutes les équipes, tu as un meneur qui est fort. C'est ça qui est ouf. En fait, on va voir un De'Aaron Fox, on va se dire, il est lambda. Alors, mets-le il y a 15 ans, De'Aaron Fox. Il n'y avait pas tant de meneurs de jeu que ça qui étaient aussi forts que lui, tu vois. À l'époque, ça aurait été un John Wall, tu vois. Ça aurait été ce calibre-là. Grand respect à John Wall, d'ailleurs, malheureusement. Donc moi, je pense qu'aussi la densité a fait que, oui, on a moins l'impression que le meneur de jeu est si fort comme avant, etc. Ils sont tellement que, ils sont tous très forts. Et je voulais qu'on termine sur une petite chose, à moins que tu aies autre chose à dire avant. Je voulais te poser la question. À l'heure actuelle, quel est le joueur qui représente le mieux le meneur de jeu
comme nous on le définit. Est-ce que, pour moi, c'est Chris Paul qui représente le mieux, mais tu sais quoi, l'autre nom qui me vient en tête, qui pourrait être en tout cas dans cette logique-là, c'est même pas un meneur en fait, c'est Nikola Jokic. Et LeBron James avec aussi, je pourrais peut-être le mettre dedans aussi, tu vois, quand même, des grosses pensées à LeBron James, qui est aussi ce joueur qui gère le tempo, qui gère son équipe, qui est le leader vocal. Donc en fait, tu vois, les 3 joueurs qui me viennent en tête, c'est Chris Paul, LeBron James et Nikola Jokic. Eh bien, j'ai envie de te dire que je pourrais dire une insulte parce que tu m'as volé mon extrait. J'allais te dire que le meilleur meneur de jeu actuel était Nikola Jokic. Donc bien vu à toi. Non, mais ouais, mais c'est le cas. En fait, je pense aussi que meneur, ça veut quasiment presque plus rien dire maintenant. Parce qu'en fait, combien de fois tu te retrouves avec un LeBron qui monte la balle et c'est lui qui initie le système. Parfois même un Giannis. Alors que tu vois, la première chose que j'ai dit, c'est il faut avoir une bonne compétence de dribble, etc. C'est pas des choses qu'on assimile à Giannis Antetokounmpo de base comme ça. Mais même lui, de temps en temps, il est à l'origine du lancement d'un système. Donc en fait, meneur, ça veut presque plus rien dire. J'ai l'impression que maintenant... en fait, j'ai presque envie de dire que les positions au global ne veulent presque plus rien dire. Et en tout cas, c'est un sujet qui mérite débat, tu vois. Avant, on parlait de postes 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, est-ce que LeBron James est le premier joueur à avoir initié un peu ça ? Je pense même pas, parce que Magic Johnson, c'était déjà le cas. Il a fait un fameux match où il est passé pivot et il a fait un grand match derrière. Mais en tout cas, LeBron est un joueur qui peut jouer de 1 à 5. Alors, peut-être pas sur un match complet, mais sur des séquences, il peut assumer les 5 postes. Donc à partir du moment où on se dit qu'un poste ne veut plus rien dire, forcément que le basket au global a évolué, donc les joueurs ont muté. Mais en tout cas, moi, ma conclusion sur est-ce que les meneurs de jeu ont-ils disparu, je pense pas que c'est la question à se poser. Je pense que la vraie chose, c'est que le jeu a évolué et les meneurs de jeu ont muté, en fait. C'est devenu des papillons. Des papillusions, comme on dit. Donc ouais, pour terminer, moi j'ai à peu près la même conclusion que toi. Je pense que le poste de meneur de jeu à proprement dit, il n'existe plus vraiment. Les meneurs de jeu actuels sont tous des combo guards, c'est des postes 1 et 2. On a bien vu Steph Curry, beaucoup le mettent comme numéro 1 au poste de meneur de jeu all-time devant Magic Johnson. Et pourtant, c'est totalement l'opposé. Les deux joueurs n'ont absolument rien à voir. Il est considéré à la fois comme meneur et comme arrière. Donc c'est vraiment difficile, mais je pense que notre réflexion a été la bonne de se dire ok, on va pas chercher à tout prix des meneurs de jeu pour défendre le meneur de jeu comme à l'ancienne. On accepte le fait que le jeu a évolué. Et maintenant, un meneur de jeu est égal à quelqu'un qui est capable de créer, qui est capable d'être un scoreur avant d'être un passeur. Tout simplement. J'ai envie de te poser une question, et ça sera ma dernière pour cette émission-là. Est-ce que tu penses que les meneurs tradis, comme on les appelle et comme on l'a défini en début d'émission, peuvent revenir et redevenir la norme ? J'y crois pas. Sincèrement, j'y crois pas parce que tu as cité quelques mecs, et c'est là où je mettais l'aspect européen en avant. C'est que les gars que tu as cités comme Jokic et Giannis, c'est des Européens et ils sont même pas meneurs. Et pourtant, ils ont cette science du jeu qui est une qualité européenne que tu développes parce que chez les jeunes, on t'apprend à jouer collectivement avant de jouer individuellement. Donc dès l'instant que les Américains auront, entre guillemets, la main mise sur le poste de meneur comme c'est le cas, et aussi qu'au niveau de la draft, on se dise « Attends, mais je préfère prendre un mec athlétique au poste 1 qui va plus ressembler à un poste 2 et qui sera capable de défendre sur les mecs en face, parce que c'est surtout ça. » Maintenant, tu vas pas aller me chercher un mec européen qui va faire 1m85 et qui est une bille en défense. Parce que les gars, ils sont tellement rapides en face qu'ils vont plus du tout pouvoir défendre dessus. Donc pour moi, je pense que c'est malheureusement oui et non. Mon avis personnel, je dirais malheureusement parce que ça sert pas le jeu, ça dessert le jeu. C'est que maintenant, on a des athlètes au poste 1. Voilà, on a des Usain Bolt. Écoute, je vais pas rajouter grand-chose. Je pense que on a parlé de l'émission en long, en large et en travers, donc à toi les studios pour la conclusion. Comme toujours, si vous souhaitez la version audio du podcast, c'est disponible sur Spotify et Apple Podcast. D'ailleurs, il y a 17 épisodes qui sont déjà en ligne dans leur version audio uniquement parce qu'on est arrivé sur YouTube récemment. On a repris la vidéo récemment. Donc pour celles et ceux qui estiment qu'on n'a que 2 ou 3 vidéos avec celle-là, c'est pas le cas, il y en avait avant. Donc allez checker ça. Et puis si vous voulez nous retrouver sur Instagram, c'est Les Croqueurs Podcast. N'hésitez pas à mettre votre commentaire, à dire ce que vous en pensez.
Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas du tout un problème. La seule chose qu'on vous demande, c'est d'argumenter. Parce qu'on a quelques gars en ce moment qui participent bien sur la page et on les remercie grandement, qui apportent vraiment une plus-value. Donc les gars, continuez, c'est un plaisir d'échanger avec vous. La seule chose qu'on veut pas, c'est les gars qui mettent une ligne et qui disent tout l'inverse de toi sans même avoir d'argument. Voilà. Donc bah écoutez, passez une bonne journée, une bonne soirée, kiffez et puis go Knicks. Allez, ciao, ciao.